Bonjour, je suis Awa Diarra, coach, et voici mon index ABC. Le plaisir de recevoir donc sur ces canapés Awa Diarra qui est installée avec nous. Bonjour Awa. Bonjour Marc. Merci, vous allez bien? Je vais bien, merci. Bon, est-ce que votre vie est heureuse aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je peux dire que ma vie est heureuse. Bon, oui. Vous allez nous raconter évidemment votre parcours de vie parce que je le dis haut et fort, à chaque fois que les gens viennent s'installer ici sur les canapés, c'est pour se raconter. Ouais. Est-ce que c'est compliqué de revenir sur ces tranches de vie qui ont été, et on va le voir dans votre cas, parfois assez douloureuses? Ça a été compliqué parfois. Maintenant, ça l'est beaucoup moins parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et j'ai aussi intégré que ces tranches de vie hyper douloureuses étaient à ce moment, enfin, quand je les ai vécues, elles étaient hyper douloureuses, mais finalement, elles m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Tout le monde dit ça. C'est fou, mais sauf que quand on les vit, quand on est au cœur de ces souffrances, de ces humiliations parfois, etc., on imagine que c'est difficile. Oui, on se demande pourquoi ça nous arrive. Bien On sûr. ne comprend pas. C'est vrai que sur le moment, c'est difficile de se dire bon, ça va me servir à quelque chose plus tard. Ça, c'est sûr. Non, quand on est en train de se prendre des coups alors qu'on n'a rien fait, juste parce qu'on existe, ou qu'on se fait rabaisser, dénigrer, enfin, juste parce qu'on est là. C'est difficile de comprendre que ce qui se passe là, qui a un sens, et que plus tard, on va comprendre ce sens. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être ce message-là qui est le plus difficile à faire comprendre à ceux et celles qui, d'abord, vous regardent et qui sont sans doute peut-être dans ces difficultés de vie? Oui, c'est ce qui est le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est de sortir de cette vision qu'on a de notre histoire en tant que victime. On a souvent tendance à voir la victime qu'on a été. Vous l'avez été? Oui. Dans cette victimisation? Ah oui, ouais. Oui, je l'ai été pendant... j'ai 52 ans, je l'ai été pendant presque 50 ans. Donc ça a été vraiment compliqué. Et de sortir de cette victimisation, c'est le plus compliqué, en fait, se dire, en fait, je suis pas que la victime de ce qui s'est passé. Certes, on doit reconnaître le fait que ça a été douloureux, mais de se dire que grâce à ce qui s'est passé, j'ai développé énormément de force, énormément de compétences qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Vous considérez que vous revenez de loin? Oui. Oui, je reviens de loin. Ah ouais. Ça, c'est sûr que ça donne envie d'en savoir plus. Alors aujourd'hui, vous êtes coach. Oui. Vous n'êtes pas thérapeute. Non. Pourtant, vous utilisez des outils de thérapeute. Oui. Pourquoi avoir choisi la dénomination de coach? Alors, j'ai choisi la dénomination de coach parce que pour moi, thérapeute, ça se rapproche beaucoup du médical. En tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai. Et donc, je veux pas piétiner sur les plates-bandes des personnels médicaux. Mais pourtant, l'approche que vous avez, c'est de la thérapie brève. Oui, c'est ça, c'est de la thérapie brève. Mais je préfère dire que je suis coach. Vous êtes coach, et c'est très bien comme ça. Alors, oser déployer ses ailes pour libérer la vraie personne que l'on est, et pour comprendre évidemment l'accompagnement que vous propose Awa, et c'est important de revenir sur ces fêlures, ces blessures, votre histoire, et comment est-ce que vous avez eu cette force pour switcher? Parce que la plupart des gens qui regardent se disent, oui, très bien, une fois qu'on a fait ce constat-là, et qu'est-ce qu'on fait? Et comment on s'en sort? Et comment on rebondit? Et comment on fait preuve de résilience? Et comment? Alors peut-être qu'en commençant par rentrer en contact avec Awa et en suivant son coaching et son accompagnement. Vous avez souffert, petite et adolescente et jeune femme. Oui, j'ai souffert. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Ma mère m'a abandonnée quand j'avais 2 ans et demi. Et mon père s'est remarié. Alors, il s'est remarié 2 fois parce qu'il est polygame. Enfin, il était à l'époque polygame. Et donc, mes belles-mères, enfin, surtout la deuxième, supportaient pas ma présence. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, elle me battait. Et les coups se sont arrêtés très vite, enfin, au bout de quelques années, parce que une assistante sociale a menacé de me mettre de se faire un signalement et de me mettre à la DAS. Et en fait, ça a continué, mais de façon verbale. Elle me dénigrait, j'ai beaucoup entendu petite que j'étais bête, j'ai beaucoup entendu que j'étais une bonne à rien, et
Et comme j'ai un petit tempérament rebelle, voilà, j'ai pas, je me suis toujours battue pour montrer que j'avais des compétences. Et De quelle manière? paradoxalement, j'avais mon papa qui était très fier de mes résultats scolaires. Donc, du coup, j'étais plutôt une bonne élève. Après, j'avoue que j'avais des facilités, donc j'étais une bonne élève sans faire beaucoup d'efforts. Donc, ça compensait. Ça compensait, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Et alors, jusqu'au moment où, parce que vous le dites dans votre, ça j'invente pas, vous l'avez écrit, jusqu'à vouloir mettre fin à vos jours. Oui. À un moment donné, j'ai ma mère qui est revenue et en fait, elle a aussi été très violente avec moi. Et à un moment, il y a eu l'événement de trop qui a fait que j'ai tenté de me suicider en prenant des cachets. Bon, alors heureusement, oui, je suis là. Et en fait, j'ai pris conscience quand même. Le lendemain, je me suis réveillée, j'allais bien. J'avais juste une partie de mon visage qui était gonflée. Et j'étais quand même contente d'être en vie. Le plus douloureux pour moi à ce moment-là, c'était de pouvoir exprimer ma douleur à personne et que personne ne se soit rendu compte de rien, en fait. Ouais. Comment on sort de ça? Comment on devient une jeune femme? Comment on s'accomplit dans la vie une fois qu'on traîne un bagage aussi violent, douloureux? Alors, on s'accomplit. Enfin, moi, je me suis accomplie en travaillant, en faisant en sorte que mes résultats scolaires, une fois que j'ai eu mon bac, après j'ai eu un bac plus 2, je suis entrée dans une compagnie d'assurance qui a été pour moi à ce moment-là justement porte bien son nom, assurance, un endroit où j'ai pu laisser mon assurance, ma confiance en moi grandir un peu parce que quand on part avec moi comme je suis partie avec depuis toute petite, c'est boulet aux pieds. Oui. Oui, bien sûr. Cette histoire qui est tellement lourde voilà. et anxiogène. Ouais, c'est difficile d'avoir la confiance en soi. Et moi, la confiance que j'avais, c'était grâce à mon père qui était fier de mes résultats scolaires et grâce à un de mes professeurs, Monsieur Freneux, qui en CM2, j'étais pas la meilleure de la classe. Hein, j'étais troisième, cinquième, huitième, et il m'avait dit je m'inquiète pas pour toi, Awa, t'auras ton bac du premier coup. Et ça donne, enfin, quand un professeur nous dit quelque chose comme ça, ça m'a donné, moi, une force incroyable. Et quand j'ai eu mon bac du premier coup, c'est la première personne à qui j'ai pensé. Oh, génial. Parce que, voilà, il m'avait dit et c'était resté en tête. Ouais. Et du coup, j'avais cette confiance en mes capacités, en fait, à réussir professionnellement. Et après, je suis entrée dans cette compagnie d'assurance, j'ai gravé les échelons jusqu'à le dernier échelon avant la direction générale, presque avant la direction générale. Et ça, j'ai pu le faire parce que j'avais cette confiance-là que. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Awa, on a souvent un jeune public qui regarde, peut-être de jeunes femmes qui ont vécu la même chose que vous et qui sont encore enfermées dans ce carcan soit de la victimisation, soit de la douleur, du manque d'estime de soi. Ce sont tous ces thèmes que vous abordez, notamment la relation aussi entre les parents et les enfants. Alors, autant vous dire que cette relation, vous avez dû la travailler maintes et maintes fois. Quel conseil vous donneriez à ces jeunes femmes pour éviter de rester dans cet cloisonnement? Alors, moi, le conseil que je leur donnerais, c'est de se faire accompagner au plus vite. Parce que c'est quand on arrive à se libérer de tout ça, c'est juste incroyable l'élan de vie que ça nous redonne après, parce qu'on est libéré de cette relation qu'on a avec ces événements. On arrive à les voir différemment, puis surtout on arrive à voir. Enfin moi pour ma part, j'ai réussi à voir à quel point j'ai été forte au travers de tous ces événements-là, chose que je ne voyais pas avant. Je voyais juste la victime et j'entretenais vraiment ce statut, cette condition en disant j'étais victime et parce que je méritais d'être victime finalement, que je pouvais pas être aimée et que du coup c'était normal quelque part ce qui m'arrivait. Et en fait, se faire accompagner, c'est déjà réussir à avoir un œil extérieur qui nous valide qu'effectivement ce qu'on a vécu était difficile, douloureux, et qui nous permettent de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de voir en quoi ces éléments douloureux nous ont permis de développer des forces. Et vraiment,
enfin, vraiment, c'est ce que je leur conseille. Vous avez fait une psychothérapie? Oui, j'ai fait une psychothérapie. Qui a duré longtemps? Qui a duré longtemps. Et alors, la psychothérapie, c'est super parce que on comprend les mécanismes qu'on a adoptés. Après, on arrive à, enfin, pour ma part, moi, ça m'a permis de bien comprendre comment je fonctionnais peut-être pas, mais comment je fonctionnais au regard des événements que j'avais subis. Et du coup, ça m'a donné une bonne compréhension des choses. Le sens est important pour moi, et donc c'était bien, c'était ok que je comprenne, que j'y mette du sens sur mes réactions quand il m'arrivait quelque chose. Et ça m'a pas permis de sortir de cette victimisation, en fait. Oui, parce que vous dites d'ailleurs que autant pendant ces 10 ans de psychothérapie, vous avez pu effectivement cheminer, évoluer, apprendre, travailler sur vous, sauf que vous avez vu à un moment donné le manque de sens, il y avait plus d'intérêt à le faire. En tout cas, ça ne vous permettait pas de passer un cap supplémentaire. Ouais, c'est ça. J'ai eu ce déclic là quand je suis allée à Mykonos. Je suis partie, je voyage souvent seule parce que bon, mon fils, il est grandi, il veut plus trop voyager avec sa maman. Il voulait plus à un moment. C'est bon. Voilà. Et du coup, je pars à Mykonos et en fait à Mykonos, chaque fois que je croise quelqu'un, il me dit waouh, je suis belle, je suis souriante, plein d'éloges. Et puis moi, en fait, j'ai pas arrêté pendant tout le voyage de m'auto d'évaluer, saboter. J'étais là, mais non, mais je mettais une robe, je suis boudinée. Et puis je sors là, ça vous va bien, vous êtes belle, et vraiment pendant tout le voyage. Et à un moment, je vais dans une plage privée, il y a un DJ, j'arrive sur la piste, le DJ vient me voir, oh là là, qu'est-ce que vous êtes belle et tout. Puis moi, je lui souris, je parle, et je me dis, ouais, bon, en fait, c'est ma robe qu'il aime bien, voilà, c'est pas moi. Et donc, et à la fin là encore, vous étiez dans la victimisation. Oui, j'étais dans la victimisation, bien sûr, toujours. Ouais, bien sûr. Et il m'a fallu vraiment du temps. Je suis sortie de la victimisation. Je me dis, quand j'ai recommencé à faire du développement personnel. Alors, et à la fin de ce voyage, je me suis dit, mais en fait, tu t'aimes toujours pas. Ça a été vraiment violent pour moi à ce moment-là de faire le constat que j'avais fait 10 ans de psychothérapie, que j'en étais toujours au même point de départ, en fait. Je m'aimais toujours pas. Et je me souviens, ma psy, elle m'avait fait faire un exercice. Elle m'a dit, mais quelles sont vos qualités, Awa? Je l'ai regardé, je fais, mes qualités? Moi, j'ai des qualités. Bon, c'est fou. Je vais fouiller. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, vous pouvez pas répondre à cette question. Non, je pouvais pas répondre à cette question. C'était juste impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'ai autour de moi plein de monde qui me parle de coaching et qui se lance dans le coaching et tout. Je me dis tiens, moi je suis une personne qui a une grande capacité d'écoute. Souvent, quand mes amis, ma famille ont un problème, qui appelle-t-il? Oui, bien sûr. Awa. Et donc ils me parlent de leurs problèmes et j'étais plus en mode conseil à ce moment-là. Genre, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Et je me suis dit, en fait, comme j'ai une appétence naturelle pour l'écoute des gens, que j'ai une bonne capacité d'écoute, peut-être que le coaching, ça pourrait être intéressant pour moi. Et donc, j'ai commencé un cursus, une école de coaching. Et en même temps, j'ai redécouvert la PNL. Voilà. Et là, ça a libéré déjà quelques verrous. Alors, pendant mon cursus de l'école de coaching, il y a un de mes camarades de promo qui me dit, Awa, on sait pas qui tu es, t'es lisse. Et comment veux-tu qu'on t'aime pour qui tu es si on sait pas qui tu es? Et là, ça m'a à nouveau un nouveau choc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, qui suis-je? Qui suis-je? Parce que j'ai passé des années à porter des masques, à me contorsionner pour entrer dans une peau qui n'était pas moi, pour convenir à tout le monde dans l'espoir d'être aimé, dans l'espoir d'avoir le sentiment que j'ai de la valeur, que je suis aimée. Et là, je me suis vraiment dit,
mince, alors non, je m'aime pas. Et en plus, je sais pas qui je suis. Ouh, ça fait vraiment un peu double peine. C'est vrai. Et donc là, j'ai commencé donc à travailler, à voir les choses que j'aime et que j'aime vraiment moi, et à m'écouter plus, à savoir dire non. Mais tout ça, je l'ai réappris, redécouvert Au fil du temps. au fil du temps. Et c'est pour donner un exemple de quel point j'étais capable de faire des choses que j'aime pas juste pour faire plaisir. À un moment, avec des amis, on avait notre QG entre guillemets, on allait tout le temps boire des verres dans un bar, et le barman, très sympa, il faisait une pisse à la bière et il nous offrait des parts. Et j'aime pas les oignons, mais je la mangeais, sa pisse à la bière, jusqu'à ce que je puisse plus. À un moment, j'ai craqué. Je lui ai dit, écoute, j'aime pas les oignons. mais il m'a fallu des mois et des mois. Mais oui, c'était une épreuve, évidemment. Voilà. Évidemment. Là, encore une fois, la peur de blesser, ou la peur de ne pas de ne pas honorer ce que la personne a fait pour vous. Oui, et que après elle me rejette, et qu'elle m'aime plus. Oui, c'est ça, qu'elle vous aime plus. Ouais. C'est ça. Alors ça paraît anecdotique, mais c'est tellement révélateur comme comportement, ça. Et il y a des milliers de personnes qui vont se retrouver dans ce que vous dites là, inévitablement, parce que déjà rien que le fait de dire je ne m'aime pas. Et alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est à quel moment vous êtes capable de vous dire je m'aime. Là, à quel moment Est-ce qu'on le dit? Est-ce que vous le dites vraiment en conscience là aujourd'hui? Oui. Vraiment en conscience, parce que vous le ressentez intrinsèquement. Oui, je le ressens intrinsèquement. Il y a des moments, il y a toujours des moments où on est. C'est fluctuant, hein. On n'a pas la tronche du jour. Voilà, c'est fluctuant. Il y a des moments, ça va être super. Il y a des moments, bon, un petit peu moins s'aimer. Mais maintenant, j'arrive à me dire que je m'aime, ouais. Que je peux me regarder dans une glace et me dire que je suis jolie, alors que ça a été très compliqué pour moi aussi, ça, parce que mon papa, en plaisantant, quand j'étais petite, il me voit devant un miroir et il dit, en bambara, il dit, il y a que les gens moches qui se regardent dans un miroir. Et donc, j'ai évité les miroirs pendant 25 ans, au moins. Parce que sinon, mon père avait raison. Bah oui. Donc, et du coup, j'ai eu du mal à me trouver jolie. Donc l'estime de soi. Donc la confiance en soi. L'amour. Bien sûr. Et donc tout ça, il a fallu que je le reconstruise aussi. Ouais. Alors, ce sont les formations et les enseignements que vous avez pu, enfin tout ce que vous avez pu étudier, qui vous ont remis le pied à l'étrier et redonné confiance. Oui, complètement, complètement. Donc la PNL, la formation de coaching, et puis les autres formations que j'ai pu faire après, notamment équilibre et symétrie que j'ai faite, et qui est vraiment une formation qui permet de voir que on a tous les traits de caractère en nous, et de voir qu'on est aussi tous des êtres humains, et que parfois il nous arrive d'avoir des comportements qu'on va critiquer chez l'autre. C'est sûr. Et vraiment l'idée de cette formation, entre autres, c'est de voir à quel moment un trait de caractère qui nous dérange chez l'autre, ça cache que ça nous dérange chez nous. Et de réaliser à quel moment nous aussi on a ça. Et pour ça, j'ai aussi une anecdote, c'est que alors je me disais, j'aime pas les gens qui râlent. Puis et je quitte un premier job comme ça, et ils écrivent sur la carte de départ, ils mettent oh, à notre râleuse préférée. Puis là, je me dis, mais c'est pas possible, je râle pas moi, enfin, ce qu'ils me font. Et je quitte un autre job, et ils remettent à notre râleuse préférée. Ils se sont parlé, non, ils se connaissent pas. Et là, j'ai pris conscience que je râlais, en fait. Une râleuse. Et oui, je m'étais même pas rendu compte. Et je détestais les râleurs, et je me disais, mais franchement. En fait, vous détestiez les râleurs parce qu'ils vous renvoyaient exactement la même chose. Ils renvoyaient ce que j'étais et que je voulais pas voir. C'était pas possible. Si on me posait la question, je disais, mais non, je suis pas râleuse, moi. Mais en fait, si, je le suis.
Et donc, dans l'unicité de l'être que nous sommes, on est tout à la fois. On est toutes à la fois, oui. Donc, vous êtes toujours râleuse? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je râle. Et donc, vous avez décidé effectivement de devenir coach, donc de mettre de côté votre première partie de vie, de carrière, j'ai envie de dire, pour devenir officiellement coach. Qui sont les gens qui font appel à vous? Alors, les gens qui font appel à moi sont des personnes qui sont à un moment de leur vie où ils se posent cette question, hein, qui ils sont? Parce qu'ils arrivent à un moment, ils se rendent compte qu'ils ont porté beaucoup de masques et que ces masques ont complètement dénaturé leur personne. Et donc ces personnes-là ont envie de vivre des relations aujourd'hui libérées de toutes ces contraintes, authentiques, et en étant vraiment elles-mêmes et en espérant être acceptées. Enfin, elles seront acceptées de toute façon en étant elles-mêmes, mais c'est toujours une crainte qu'on a en se disant si je me livre vraiment, tiens, si je montre que je suis râleuse, est-ce que les gens vont continuer à m'inviter, à vouloir déjeuner, dîner avec moi, partir en vacances avec moi? Et oui, mais ce qu'on a du mal à concevoir, c'est que souvent les autres perçoivent des éléments de notre personnalité qu'on essaie de cacher avant nous, et qu'en fait ils nous aiment déjà tels que nous sommes. C'est juste nous, notre juge interne suprême qui est très très dur avec nous-mêmes. Et donc moi ce que je propose, c'est d'aider les personnes déjà à travailler pour devenir leur meilleur ami, parce qu'en devenant notre meilleur ami, c'est comme ça qu'on arrive déjà à commencer à s'aimer, parce qu'on a beaucoup tendance à être très dur envers soi-même, vraiment à être, je pense à un spot que Dove avait fait où c'est des femmes qui notent ce qu'elles se disent pendant une semaine, et à la fin de la semaine, il y a d'autres, elles viennent dans un café et il y a 2 actrices qui, une qui dit à sa pote tout ce que les femmes ont écrit dans le carnet. Ouais. Et elles sont là, elles se rendent compte de la violence. C'est violent, bah oui, j'imagine. De la violence dont elles se parlent. Et elles réalisent, en fait, elles se disent, mais plus jamais ça. Et en fait, moi, c'est ce que je propose, d'accompagner les personnes déjà à détecter tous les mécanismes qu'elles ont mis en place pour s'auto-dévaluer, s'auto-critiquer, s'auto-flageller au quotidien. Et cet exercice d'écriture, vous le préconisez dans votre accompagnement aussi? Oui. Le fait d'écrire comme ça de ce que l'on pense de soi? Ouais, je le préconise, et je préconise justement d'écrire les pensées qu'on a sur soi, et de les transformer en quelque chose de moins de plus positif, en fait. Okay. De dire tiens, se dire oh là là, ce matin justement j'ai une personne qui, pas du tout une coach, mais quelqu'un qui me dit je suis débile. Je la regarde, je dis non, vous êtes pas débile. Puis elle me dit ah oui, elle me sourit, elle fait ah oui, non, c'est vrai. Mais on a vraiment cette habitude c'est des réflexes, des automatismes, de s'auto-insulter, et donc moi je préconise. Quel crétin. Oui, c'est ça. Mais en fait, non, c'est non, là j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai fait une erreur. Je suis pas crétin pour autant. Et donc je préconise vraiment ça, dans un premier temps, de détecter ces mécanismes, de se dire ah tiens, là je me suis dit que j'étais bête. Qu'est-ce que je peux mettre à la place? Et ça c'est un premier travail pour essayer vraiment de détecter tous ces endroits-là. Et en faisant ça, ça transforme déjà un peu son état d'esprit. Je suis plus en train de m'auto-critiquer ou de m'auto-insulter. Je commence à prendre soin de moi. Je commence à avoir de l'estime, de l'amour pour moi. Et ensuite, on va aller fouiller un peu plus pour savoir quels sont les moteurs internes qui donnent de l'énergie aux personnes. Et je pense notamment, là, du coup, j'utilise un protocole de PNL qui va me permettre de
détecter ce qu'on appelle les valeurs principales des personnes. Et ces valeurs, voilà, une fois qu'on a mis le doigt, un nom sur les 5-6 valeurs importantes de la personne, bah, je les invite à nourrir ces valeurs au quotidien et à s'assurer qu'elles sont bien nourries par eux-mêmes et pas par l'extérieur, parce que c'est en nourrissant ces valeurs qu'elles vont avoir l'énergie pour se lever le matin, l'énergie pour aller au bout de leur projet, s'assurer que quand elles ont un projet en tête, que c'est bien un projet qui est aligné avec leurs valeurs, parce que souvent on parle de procrastination, mais c'est pas de la procrastination en vrai, c'est juste que il y a une de mes valeurs importantes là qui est pas nourrie avec ce sujet, ce projet, et du coup, on verra demain. Et du coup, vraiment, c'est de réorganiser le mode de pensée, le mode de prendre soin de soi. Est-ce que la notion de pardon dans votre accompagnement, dans votre coaching, on sait que on est sans doute les fêlures et les traumas qu'on a sans doute vécus et qui nous ont fait tel que l'on est aujourd'hui. Est-ce que dans votre accompagnement, la notion de pardon est une notion aussi qui rentre en compte? Oui. En fait, moi, je pense que je me suis pardonnée d'avoir été cette victime, d'avoir été crédule par moments, d'avoir fait confiance. Mais ça, quand vous dites, c'est cette notion qui est extrêmement abstraite. Je me suis pardonné. Comment être sûr? Est-ce que vous ne réussissez pas à vous auto-convaincre de vous être pardonné? Comment être sûr que vous vous êtes véritablement pardonné? Alors, comment être sûr que je me suis véritablement pardonné? C'est quand je parle de ces événements et que je suis en paix avec ça. Ok. Du coup, quand je parle d'un événement et que je suis pas crispée, je suis pas en train de m'énerver, et ça veut dire que je me suis pardonnée. Ça veut dire que j'ai retrouvé la paix par rapport à cet événement-là. Et ça, cette paix intérieure, elle a pas de prix, en fait. C'est sûr. Voilà. C'est de pouvoir se dire, oui, moi j'ai subi des abus sexuels, et en fait, il y a eu des moments où j'ai eu de la colère envers les abuseurs. J'ai eu aussi de la colère envers moi en me disant mais j'aurais pu faire autrement. Puis aujourd'hui, je me dis que j'ai plus de colère en fait. Quand je repense à ces événements-là, je me dis en fait j'étais une petite fille, une jeune ado après, innocente qui avait rien en fait d'autre pour se défendre, et je suis en paix avec ça aujourd'hui. Et en plus, comme j'ai réussi à donner du sens aussi aux événements, je me dis qu'en fait, oui, ces événements-là m'ont permis après, moi, de protéger mon fils et d'être hyper vigilante sur la vie de mon fils. Oui, pour ne pas être dans ces schémas répétitifs. Exactement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, je demande toujours d'ailleurs à ceux qui viennent nous raconter, présenter leur index, de nous raconter une histoire, un avant-après de quelqu'un que vous avez coaché cette fois-ci, où vous avez vu une évolution incroyable de quelqu'un qui s'est enfin accepté, qui s'est enfin aimé, ou peut-être, puisque c'est une de vos spécialités dans les relations parents-enfants, qui a retrouvé ce dialogue avec les parents et avec ses parents et qui a retrouvé une sorte de sérénité dans sa famille. Vous avez un cas comme ça à nous raconter, une histoire de quelqu'un que vous avez accompagné? Oui, alors j'ai accompagné une personne qui est venue me voir parce que son objectif c'était d'être sereine en partant à la retraite. Parce qu'elle avait peur de partir, enfin elle est en retraite dans quelques années. Et en fait, en détricotant, il y avait plein d'autres choses qui étaient compliquées. Et donc c'est une personne qui n'aime pas le conflit, et du coup qui venait de rencontrer quelqu'un, et ça se passait mal avec sa fille, la dernière qui était à la maison. Et on a travaillé au fil des séances. Elle a eu le courage de parler à sa fille, parce que pour quelqu'un qui aime pas le conflit, c'est compliqué d'entamer une conversation. Et en fait, elle s'est rendue compte, après avoir eu cette conversation avec sa fille, elle s'est rendue compte que
les réactions de sa fille étaient des réactions de protection vis-à-vis d'elle, en fait. Et que du coup, ce conflit, finalement, en se parlant, en trouvant l'énergie en elle pour discuter avec sa fille, ça a complètement apaisé le... Ouais, c'est ça, la fille avait peur pour sa mère. Ouais, la fille avait peur pour sa mère. Et en gagnant de la tranquillité à ce niveau-là, elle a aussi gagné de la tranquillité vis-à-vis de son départ à la retraite. Ça, c'est des histoires de vie où, effectivement, quand vous voyez l'évolution, le avant-après, Ouais. c'est beau, Ouais. inévitablement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de vous? Vous êtes rayonnante, je trouve. C'est vrai. Merci. Vous êtes rayonnante, pétillante, et pas nécessairement parce que vous avez mis des paillettes sur le visage, qu'on ne voit pas à la caméra, mais moi je les vois ici, hein, parce que je vous ai en face de moi, et je vois des trucs qui brillent sur le visage, et je me dis waouh, c'est vrai, vous avez des paillettes. Bon, j'ai des paillettes. Vous avez des paillettes. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Quel conseil vous aimeriez donner à des gens qui ont conscience de leur mal-être comme ça, mais qui ont du mal à se dire il faut que je me fasse accompagner, et peut-être pas nécessairement d'une manière psy, mais peut-être par du coaching pur? Alors moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est faites-vous ce cadeau. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire. Parce que entamer ce chemin, c'est entamer un chemin vers soi, vers la découverte de qui on est, vers l'amour de soi. Et ça ouvre le cœur, et ça ouvre aussi la beauté dans les relations. Parce que moi, en entamant ce chemin, j'ai donné l'exemple d'une coachée, mais je peux parler de moi aussi. Une fois que j'ai démarré ce processus de changement de profession, eh bien, ça a changé ma relation avec mon fils. Aussi. Et en fait, mon fils, il dormait jusqu'à 14 heures à la maison, je le comprenais pas, c'était limite, je le voyais, j'étais à cran parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il fout de ces journées, de ces nuits? Et en fait, en démarrant ce processus, en utilisant des techniques de questionnement, je me suis rendu compte que il avait des objectifs que moi j'avais d'autres objectifs pour lui, évidemment, et en fait ça m'a permis d'apprendre simplement à regarder au travers de son regard à lui et plus au travers de mon regard à moi. Et ça apaise tellement les relations, et ça donne une grande complicité après, parce que quand il a besoin d'un conseil, de quelque chose, il m'appelle. Alors qu'avant, j'apprenais les trucs au dernier moment, ou par quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, quand il a vraiment besoin d'avancer sur un sujet, il me pose la question, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, je vais pas lui donner des conseils comme je faisais avant. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je vais lui poser les questions. De quoi t'as envie? Vers quoi tu veux aller? Et en fonction de mon questionnement, il trouve son chemin, sa voie. Ouais. Ça, c'est beau aussi, hein, effectivement, parce qu'on se rend bien compte qu'au-delà du travail qu'on peut faire pour soi, c'est l'impact que ça peut avoir aussi pour l'ensemble de ses proches. Exactement. Ouais, c'est important. Ouais. En tout cas, je réitère, vous êtes une belle personne, et je pense qu'effectivement, on va pouvoir oser déployer nos fameuses ailes, enfin, pour essayer d'être dans cette vérité. Le chemin continue, évidemment. Cette recherche de vérité, pour vous, elle est permanente, j'imagine. Oui, je pense que c'est le chemin de toute la vie. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie? Qu'est-ce qui m'agace le plus dans la vie? Puisque vous êtes une râleuse. Qu'est-ce qui m'agace le plus dans ma vie? Quand les gens ils font pas comme je voudrais. Non, je plaisante. Mais je suis pas très loin en fait. Quand j'ai une attente, je pense à un cas qui vient d'arriver récemment. En fait, mon papa est à l'hôpital là, et une des infirmières, pas sympa du tout quoi. Et ça m'agace, parce que je pense que c'est son métier, etc. Et j'ai mis quelques heures avant de prendre du recul et me dire mais en fait tu voudrais qu'elle soit comme toi tu attends qu'elle soit, et sauf que non, c'est pas possible. Et donc c'est à moi de travailler ce qui m'agace, parce que ça fait redescendre le soufflet tout de suite, ça. Oui. Quand on fait ce raisonnement-là, ce mécanisme-là, avant d'exploser. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment un mécanisme que je fais tout le temps, c'est de me dire qu'est-ce qui m'arrive là, qu'est-ce qui se passe,
parce que je pense toujours au deuxième accord Toltec, qui est rien n'est jamais personnel. Et je dis bon bah si ça m'énerve, c'est que c'est pas contre moi de toute façon visiblement, donc elle va pas changer pour moi. Et si ça m'énerve, c'est que j'ai peut-être encore des trucs à travailler là. Voilà. Le plus difficile, je trouve, et pour terminer là-dessus, c'est qu'on a le sentiment que dans tous ces coachings, on se rend compte que le problème, c'est nous avant tout. Oui, c'est exactement ça. En fait, et je voudrais quand même aussi préciser ça. Le coaching, enfin toutes les thérapies sont pas des baguettes magiques en fait. C'est le coaching donne des clés pour que déjà que l'intensité d'une situation à laquelle on est confronté soit moins importante. C'est-à-dire que là où j'aurais pu exploser de colère, Bien sûr. je l'ai pas fait, et parce que comme je travaille sur moi et que ça va beaucoup, enfin ça va bien. Du coup, j'ai pas cette intensité qui monte. Alors le coaching aide à ça, et ça aide aussi à avoir les clés pour pouvoir se poser les bonnes questions tout de suite et continuer à faire redescendre l'intensité d'un événement. Mais c'est pas magique. Ça veut pas dire qu'on va rester. Bien sûr. On est des êtres humains avant tout. Donc c'est un perpétuel. Avec voilà. Bien sûr, un perpétuel renouvellement. C'est ça. À l'inverse, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, c'est de voir autour de moi des gens qui accomplissent ce qu'ils ont envie d'accomplir. Et peut-être, je pensais que vous m'auriez dit le fait de voir que le travail que j'ai fait sur moi rayonne suffisamment de manière positive pour que les autres vous le montrent. Est-ce que vous ressentez ça dans le regard des autres? Oui, je le ressens beaucoup dans le regard des autres. Et plusieurs fois, on m'a dit, des gens m'ont dit, t'es apaisé, t'as l'air bien. Et surtout, dans ma relation avec mon fils, c'est vraiment ça que je mets en avant, c'est que honnêtement, j'ai eu un moment où je pensais que ça risquait de craquer, quoi. C'était trop tendu. Ouais. Et vraiment, là, je me dis, waouh, enfin, j'ai une super belle relation avec lui et je suis heureuse d'avoir fait tout ce chemin, tout ce parcours, rien que pour ça. Et aussi par rapport à, comme vous l'avez dit, hein, mon entourage qui me dit, t'as changé. T'as changé, bah oui, évidemment. T'es calme, on sent que t'es apaisé. Ouais. Et dans votre entourage le plus proche aussi? Oui. Votre papa aussi? Alors, mon papa, c'est un peu particulier. Là, il est, voilà. Oui, c'est difficile, mais difficile. il a dû voir quand même votre évolution. Oui, parce que mon papa, enfin, c'est juste, il disait, avant, il disait, ah ouais, elle est folle. Parce que quand je me mettais en colère, je partais dans des colères de pff. Et en fait, là, il a bien vu que je me mets plus trop en colère, en fait, et que je suis plutôt calme et ça l'apaise aussi. Ça l'apaise aussi, évidemment. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Awa Diarra. En visio, évidemment, je pense qu'on peut vous consulter. Hein. Bien vous travaillez sûr. aussi en visio, bien entendu. Et puis, bravo pour cette prise de conscience, bravo pour ce travail, bravo pour cette évolution et bravo pour ce que vous en avez fait, c'est-à-dire un accompagnement aujourd'hui. Il porte un nom, cet accompagnement? Non. Vous n'avez pas mis de la théorie Awa Diarra ou non, mais c'est vrai, ça sonne bien, je trouve. Non, j'aime bien dire que je suis, j'aime bien dire libératrice d'authenticité. Voilà. Ce que je fais, c'est vraiment d'aider les personnes à se débarrasser de tous ces masques, redevenir la personne, un peu l'enfant, l'ado qu'ils étaient, et d'avoir ce naturel, voilà. Merci beaucoup, Awa. Merci avec infiniment plaisir, merci. Et merci de votre confiance et de vous être confié ainsi. Osez, voilà, et prenez contact avec Awa Diarra. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec ses équipes et avec cet accompagnement qui vous fera sans aucun doute le plus grand bien. Merci beaucoup, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.